Bonsoir et bienvenue à la Maison du Livre pour cette soirée consacrée aux apports des neurosciences dans les apprentissages à l'école. Nous accueillons avec plaisir Marie Gossel et Catherine Reverdy, qui sont chargées d'études et de recherche à l'Institut français de l'éducation à Lyon. Elles sont les auteurs d'un rapport remarqué publié en 2013, Neurosciences et éducation, la bataille des cerveaux. Il est vrai que les neurosciences sont actuellement d'actualité, notamment dans le domaine scolaire, et il devient nécessaire d'y voir un peu plus clair. Après la rencontre, nous terminerons, comme d'habitude, la soirée autour d'un pot. Bonne soirée, merci. De cette conférence, et on va essayer de s'adapter un petit peu en fonction de vos attentes. Donc cette question, je vais laisser Marie présenter tout ça. Donc la question est un petit peu notre fil rouge, d'ailleurs qu'on avait indiqué sur le flyer qui vous a été présenté. Donc la question c'est, est-ce que les recherches en neurosciences peuvent aider les acteurs éducatifs à mieux faire réussir les élèves? Parce que c'est un petit peu ça l'idée qui nous intéresse tous ici, c'est comment faire pour que l'apprentissage soit plus aisé pour certains et qu'il y ait moins de problèmes à l'école et que surtout moins d'inégalités. Donc cette question, nous on aimerait vous la poser directement. Est-ce que là aujourd'hui, donc vous êtes venus à cette conférence, donc j'imagine que le sujet vous parle, vous intéresse, et est-ce que vous aujourd'hui, vous pensez que les recherches en neurosciences peuvent aider les enseignants dans leurs tâches quotidiennes? Donc si quelqu'un désire tout de suite expliquer oui et pourquoi, ou non et pourquoi, nous ça nous permettrait peut-être justement de mieux resituer et de savoir. Et de démarrer sur quelque chose. Oui. Vous expliquer ce que sont les neurosciences, parce que bien sûr, c'est prévu. Ça, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Donc est-ce qu'il y a d'autres gens qui souhaitent s'exprimer sur cette question? N'hésitez pas, parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, ni de bonne réponse. Je veux dire, on est tous... voilà. Bon, je vais bien me lancer. Alors oui, je pense que les neurosciences qui étudient le cerveau sont un plus aujourd'hui. Elles permettent de visualiser des mécanismes de fonctionnement grâce aux IRM, enfin en tout cas la possibilité de voir comment interagit l'intégration de la connaissance et les lieux du cerveau. Et je pense qu'elle peut aider, entre autres plus particulièrement, dans les cas justement de difficultés, d'apprentissage, dans des domaines de ce type. Voilà. Merci de votre intervention. Ce qu'on va faire, nous, c'est justement, on va essayer de dérouler notre présentation, et puis après vous nous direz si déjà on va dans votre sens ou si on a bien répondu à votre question. Et puis au fur et à mesure de la présentation, peut-être que vos idées vont évoluer ou pas, et ça sera peut-être aussi mis à la discussion à la fin de la présentation. Voilà, donc on reviendra 2 ou 3 fois sur la question. J'ai plus du tout mon... J'ai plus accès à rien là. Oui, parce qu'au moins il est parti quelque part. On ne sait pas où, mais voilà. Non, ça n'avait pas fait ça avant. Il faut m'enlever toute ma présentation et toutes les notes, là, ça va être difficile. Ah, attendez, je pose ça. Voilà, donc on est un peu perturbé du coup là aussi. Donc on va essayer de vous faire un petit plan de notre présentation. Tout d'abord, donc la question c'est est-ce que les neurosciences peuvent aider les élèves à mieux réussir à l'école? Donc on va d'abord partir sur c'est quoi aider les élèves à l'école? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans le contexte actuel, politique, médiatique, etc. Ensuite, on va parler un petit peu des recherches en neurosciences, ce que ça signifie concrètement en termes d'apprentissage et leur relation avec l'apprentissage. Et puis enfin, on va vous parler de la spécificité de l'apprentissage à l'école. Voilà. Donc l'idée de parler du contexte, c'est tout d'abord effectivement de vous expliquer
exactement, c'est quoi? Alors, la neuroéducation, on va partir là-dessus, parce que les neurosciences, on va revenir après plus généralement. Mais en fait, l'idée du contexte actuel, c'est que notamment le ministre actuel, mais aussi donc plusieurs éducation nationale, donc sont assez partants pour utiliser ce qu'on appelle la neuroéducation. Alors la neuroéducation, qu'est-ce que c'est? Ça se base effectivement donc sur les neurosciences. Les neurosciences sont une science assez jeune puisque en France, elles ont été développées dans la fin des années 80. Et puis elles ont vraiment été mises au point de plus en plus d'un point de vue technique dans les années 2000. Donc c'est vraiment très récent. Donc cette pas grand-chose quand même. Hein? Oui. Donc les neurosciences, en fait, elles s'intéressent à la relation entre tout ce qui est les mécanismes cérébraux de l'apprentissage. Donc en fait, l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau pour comprendre comment on apprend. Leur idée phare, c'est de dire, si on comprend comment fonctionne le cerveau, alors on va pouvoir aider les gens à mieux apprendre. Du coup, après... Donc dans le contexte actuel, pourquoi est-ce que on entend parler beaucoup de neurosciences et en lien notamment avec l'éducation? Donc un premier exemple, le Conseil scientifique de l'éducation nationale qui a été créé en janvier 2018 regroupe des chercheurs en éducation et en neuroéducation. Il y a à peu près la moitié des membres de ce conseil scientifique qui est censé conseiller les politiques éducatives françaises, donc la moitié des membres qui proviennent de la discipline psychologie. Et on va voir un peu plus en détail tout à l'heure avec Marie que les neurosciences dépendent de la psychologie. Donc neurosciences qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau, psychologie qui s'intéresse au comportement des gens, voilà, avec aussi du coup ça fait partie, voilà, tu reviendras là-dessus, sur le développement du cerveau, hein, les psychologues comme Jean Piaget par exemple, qui est le plus connu, voilà, on parlait de la manière dont le cerveau se développe au fur et à mesure des âges. Donc on est bien ici, avec les neurosciences, on est bien dans le domaine de la psychologie. Donc, je reviens au conseil scientifique de l'éducation nationale, il a donc la moitié de ses membres qui font partie de la discipline psychologie, et on a d'autres types de recherche en éducation. Il y a par exemple des sociologues, il y a des chercheurs en sciences de l'éducation et en histoire de l'éducation, etc. Donc il y a une sorte de panel un petit peu de représentants des différentes recherches. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique ça? C'est parce que déjà, bon, il y a un fort volet psychologie dans ce conseil scientifique. Et nous, ce qu'on va essayer de développer un petit peu ce soir, c'est que ce qu'il faut pour essayer de bien comprendre l'apprentissage à l'école, c'est de comprendre l'apprentissage, certes, mais aussi de comprendre comment il se développe à l'école, et c'est peut-être aussi la manière, enfin la structure même de l'école qui peut créer des difficultés d'apprentissage aussi. Ça ne vient pas forcément que du cerveau. Voilà. Et du coup, l'idée un petit peu qui est derrière ce conseil scientifique de l'éducation nationale, c'est que le ministère français, mais comme d'autres ministères dans d'autres pays, ont voulu baser leur politique sur les recherches. Et on va essayer de montrer en quoi c'est un peu compliqué de faire ça. Quelle que soit la recherche, hein, les décisions politiques peuvent s'inspirer pour nous des recherches, mais n'ont pas forcément un lien direct avec les recherches. Voilà, prendre en compte, il y a d'autres enjeux à prendre en compte. Voilà. En fait, je voulais juste rajouter sur la neuroéducation, effectivement. Donc, comme je vous avais dit, c'est un peu l'étude des fonctions mentales. En fait, l'idée, voilà, c'est de comprendre comment fonctionne, voilà, exactement. Quel est ce processus, voilà, qui nous aide, qui nous fait apprendre. Donc, l'outil des neurosciences, c'est la neuroimagerie, donc comme Madame parlait tout à l'heure, donc toutes les images fonctionnelles, les IRM, donc qui permettent de donner des images du cerveau. On verra en détail tout. Oh non, c'est après en fait. Hein? Voilà. Donc du coup, la neuroéducation qui
qui a été créé à partir des neurosciences se réclame une nouvelle science de l'apprentissage. Et donc, les neurosciences pensent qu'ils vont arriver avec donc, toute cette théorie-là et vont pouvoir aider vraiment donc, les enseignants dans la classe. Donc, enthousiasme du public, enthousiasme des politiques. Finalement, on va nous donner enfin quelque chose, pas une recette miracle, mais enfin, vous voyez, une sorte de recette pour aider vraiment les élèves qui peinent à l'école. D'ailleurs, on voit donc beaucoup de livres qui sont parus là-dessus. En ce moment, il y a donc un gros effort médiatique sur ça. On voit par exemple des livres qui s'appellent les neurones de la lecture. Donc, comme si on avait identifié des neurones qui pouvaient lire, par exemple. Et puis ensuite, on a l'école du cerveau. C'est un livre qui vient de sortir aussi. Donc, comment le cerveau est mis comment dire, à l'honneur dans la salle de classe. Sauf que nous, le problème qu'on soulève, c'est la question de, c'est bien de connaître le fonctionnement du cerveau, c'est une très bonne chose, mais comment connecter finalement ce qu'on trouve dans un laboratoire, souvent sur des animaux, même pas forcément que des humains. Alors comment adapter ce qu'on trouve dans le laboratoire à la réalité d'une salle de classe, d'accord ? Comment on transpose ce qu'on apprend sur le cerveau du laboratoire dans la salle de classe. Et puis la deuxième question, c'est comment finalement les enseignants peuvent adapter leur pédagogie juste parce qu'on leur a donné ce qu'on appelle des données neuroatomiques. On leur a dit, on pense que l'aire du langage se trouve à cet endroit. Comment traduire cette connaissance en pédagogie? Alors vous savez que, bon, mettons que tout le monde soit d'accord que telle aire, c'est l'aire où se passe la fonction du langage, c'est bien. Et comment est-ce qu'on du coup on aide l'enfant à mieux parler? Donc ça c'est la question que nous on pose et on va essayer donc d'y répondre. Voilà. Attends, très perturbé, nous sommes vraiment désolés. Voilà. Donc du coup notre présentation arrivait donc à la question comment apprend-on selon les neurosciences, pour voir si on peut caler en fait les deux grandes sources d'apprentissage, neurosciences et puis l'école. Donc tout d'abord, une des grandes découvertes faites en neurosciences, c'est que le cerveau est plastique. Tout le monde a dû entendre dire la plasticité cérébrale, voilà une des grandes découvertes des neurosciences. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que si le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il n'est pas donc figé, il continue à se développer tout au long de la vie. Ça veut dire que vous naissez, tout le monde naît avec une structure cérébrale de base, normalement, et puis ensuite, en fonction des interactions que vos expériences de vie, le contexte dans lequel vous vivez, et puis les gens que vous rencontrez, votre cerveau donc va continuer de se développer et créer en fait des nouveaux réseaux qui sont liés aux interactions que vous avez dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est la plasticité. Alors, ce qui est très bien cette idée est vraiment grandiose, je dirais, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut apprendre tout au long de la vie. Donc déjà, il y a eu un moment donné, on s'est dit attention, si on n'a pas appris ça avant 3 ans, ça y est, c'est foutu, on n'apprendra plus jamais ça. Donc ça, maintenant, les neuroscientifiques nous disent que non. Ils nous disent que c'est pas vrai, le cerveau s'adapte. D'accord ? Donc vous pouvez apprendre. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont très spécifiques, comme les périodes, ce qu'on appelle les périodes sensibles. Avant, on appelait ça des périodes critiques. Ça voulait dire que si vous n'avez pas appris à parler avant 3 ans, c'est fini, vous n'arriverez plus jamais à parler, voilà, ou pas bien. Et maintenant, on sait que ces périodes, elles sont effectivement favorables au développement du langage. Voilà. Elles sont favorables au développement du langage, mais si vous dépassez l'âge de 3 ans, néanmoins, vous pourrez quand même apprendre à parler. Donc ça, c'est l'intérêt de la plasticité. Par contre, je vais peut-être... un petit peu, donc ça. Donc cette plasticité nous dit on apprend à tout âge et surtout, ce qui nous intéresse aussi ici, c'est on apprend avec ce qui nous entoure. C'est-à-dire que le cerveau est plastique et se développe seulement avec ce qui se passe dans l'environnement. C'est-à-dire, s'il n'y a personne en face de nous quand on est petit, on ne va pas développer le langage.
parce qu'il n'y aura personne pour interagir. Donc on ne pourra pas parler s'il n'y a personne. Voilà, donc c'est l'importance de la plasticité, c'est-à-dire qu'on apprend à tout âge, mais aussi l'importance du contexte, des interactions, de l'environnement, de tout ce qui entoure ce cerveau qui apprend. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, au niveau du développement, si on rentre un petit peu dans le détail, la plasticité implique aussi que le cerveau fonctionne en réseau. C'est-à-dire que c'est pas un neurone, enfin une certaine quantité de neurones qui se trouvent dans une certaine aire qui vont être responsables de l'apprentissage, par exemple, du langage ou de la lecture, des choses comme ça. C'est en fait un fonctionnement beaucoup plus global. Donc c'est vraiment des réseaux de neurones qui interagissent entre eux. Et ces réseaux sont utilisés par les enfants en bas âge, qui créent des tas de réseaux au fur et à mesure que le cerveau se développe, mais qui élaguent aussi certains réseaux. C'est-à-dire, une fois que l'enfant a compris, je ne sais pas, par exemple, attraper le micro, une fois que l'enfant a compris comment ça marche, les réseaux qui sont responsables du geste attraper le micro peuvent se simplifient en quelque sorte pour aller plus vite dans le geste, etc. Donc on a vraiment une plasticité qui est au niveau physique, au niveau du cerveau lui-même. Les réseaux sont différents selon si on est expert de quelque chose ou pas. On s'aperçoit par exemple que les pianistes qui développent du coup des habiletés avec les doigts sur le piano arrivent à bouger les doigts de telle manière que, si on regarde dans leur cerveau, ils ont des zones assez différentes des autres personnes parce qu'ils utilisent de plus en plus certains gestes par rapport à d'autres. Donc en fait, avec tout ça, on s'aperçoit que tous les cerveaux, finalement, ne peuvent pas être identiques, puisque certes, tout le monde naît avec un cerveau qui a à peu près une structure de base, mais on voit que ça dépend tellement de l'expérience de chacun, des gestes qu'a fait chacun, des interactions qu'il a eues avec des personnes différentes, son environnement, etc. On voit que même des jumeaux, pour prendre l'exemple Ineaki, n'ont pas du tout le même type de cerveau, que chacun a son cerveau propre. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant pour comprendre un petit peu une certaine limite des études sur le cerveau. C'est-à-dire que quand on met un enfant pour étudier comment il apprend, quand on met un enfant dans un IRM, on s'aperçoit que on a certaines informations, mais qui nous dit que ces informations sont les mêmes chez les autres enfants? Pas grand-chose. Et en plus, il y a quelque chose qui est, là je vous ai pris le geste de prendre le micro ou d'apprendre le langage. Quand on parle d'apprentissage, par exemple faire une opération, c'est quelque chose de tellement compliqué que ça ne concerne pas juste une partie du cerveau. D'accord ? C'est vraiment tout le réseau. Donc c'est tout le cerveau en même temps qui a besoin d'interagir. Et le problème des IRM, c'est qu'on a du mal à savoir, parce que c'est quand même très compliqué le cerveau, faut bien dire qu'on est vraiment au début de savoir ce qui se passe dans le cerveau. Ce qui est très très compliqué, c'est qu'on ne peut pas savoir à la fois où l'information agit, parce que c'est quand même des réseaux qui sont électriques, donc c'est quand même assez fugace. Hein. Donc on ne peut pas savoir où ça réagit, et en même temps savoir sur quelle temporalité. C'est-à-dire, est-ce que s'il y a une zone du cerveau, on va dire qui s'éclaire, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire où il y a une activité électrique, est-ce qu'il n'y a que cette zone qui est concernée ou est-ce qu'il y en a une autre? Parce qu'en fait, on ne peut pas les voir avec l'IRM, on ne peut pas les voir toutes les zones en même temps sur un temps long. D'accord? Donc, vous voyez que c'est déjà, les cerveaux sont tous différents, donc on ne va quand même pas passer tous les enfants d'une classe dans des IRM, c'est un peu compliqué, hein, ça fait du bruit, c'est quand même, il faut aller en laboratoire, bon, c'est un peu compliqué. Et on ne va pas non plus pouvoir observer tout le cerveau en même temps. Voilà, donc ça c'était pour dire un petit peu tout ce qui concerne
développement du cerveau et toutes les conséquences de cette plasticité. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Alors, pourquoi est-ce que... J'avance un peu, mais... Pourquoi est-ce que on a l'impression, on a envie, en fait, c'est ça, on a envie que toutes les connaissances sur le cerveau puissent servir? Pourquoi est-ce que ça nous fascine, en fait, ce cerveau? Il y a certains chercheurs qui sont posés sur la question et qui ont même défini ce terme, qui est la neurophilie. On adore le cerveau. Pourquoi on aime le cerveau? C'est ça un petit peu la question. Là, je vais laisser Marie, parce que c'est la spécialiste de la neurophilie, qui va mieux vous en parler que nous. En fait, on est vraiment désolé là. C'est oui, avec Chrome. Non, bah, j'ai vu. De toute façon, là, je crois que on est vraiment désolé, messieurs dames. Donc la neurophilie, voilà, c'est un terme en fait, voilà, qui est né un petit peu de cette fascination du cerveau. Et c'est vrai que, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez le remarquer, quand on met une image du cerveau, donc vous avez mis une super belle image du cerveau, on est tout de suite plus attentif parce qu'en fait, et ça c'est une science, voilà, des chercheurs qui l'ont démontré, déjà quand il y a un visuel associé à des théories scientifiques, ça légitime un petit peu ce qu'on lit. Alors qu'en plus c'est un visuel du cerveau qui utilise une technicité de pointe comme l'imagerie fonctionnelle, c'est encore plus parlant. Donc qu'est-ce qu'on vous montre? On vous montre donc une image du cerveau avec des zones. Alors quand ça bouge, encore mieux. Donc, des zones qui vont s'allumer, qui sont rouges, qui sont vertes, enfin, et qui vont montrer comment en fait le cerveau fonctionne. Et ça donne l'illusion aux gens, mais nous aussi, hein, je veux dire, on s'inclut là-dedans, de voir en fait la pensée en direct, un petit peu. Donc c'est très fascinant. C'est vrai qu'on se dit, tiens, un cerveau qui pense, ça fait ça. Et donc, tout de suite, et on est tous pareils, on est attentifs, et du coup, ce que vous entendez à côté, quand le chercheur parle, et ben oui, vous dites, bien sûr, ça doit être vrai, puisque je vois cette image en même temps, et je vois les zones du cerveau qui s'allument. Alors, juste pour l'histoire du cerveau qui s'allume, ce qu'il faut savoir, et là, nous, on ne le savait pas, mais on l'a appris au fur et à mesure de nos lectures, c'est que, en fait, on vous montre, en fait, le cerveau, ce qui est étudié par l'imagerie fonctionnelle, c'est des toutes petites zones qui sont découpées. En fait, le cerveau est découpé en 40 coupes, je crois. Quand on montre une image de cerveau entier qui s'allume, c'est qu'en fait, c'est des coupes du cerveau, des photos, des instantanés, qui ont été superposées pour faire croire, entre guillemets, d'une continuité, vous voyez, quand la lumière se déplace. Donc ce sont des coupes superposées. Et donc en fait, l'interprétation de ces images, on dit, bah, puisque c'est rouge, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Mais en fait non, on n'en sait rien. C'est-à-dire que même le comité d'éthique, il y a un comité d'éthique qui surveille tout ce qui se fait en sciences, notamment sur le cerveau, a dit qu'attention, vous avez des images, ça ne veut pas dire, parce qu'on voit quelque chose qui s'allume, que ça représente en fait le moment où le cerveau apprend. On ne sait pas en fait si c'est la pensée elle-même ou si c'est la trace de la pensée ou voilà. Si c'est justement que là ça s'allume parce que c'est pas là que la pensée est. Enfin, on n'en sait rien parce qu'on ne peut pas voir tout le cerveau en même temps. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc alors, voilà. Souvent, les neuroscientifiques eux-mêmes le disent, c'est-à-dire ils vont dire attention, la lecture de l'image c'est pas facile, etc. Mais par contre, les médias et aussi par exemple les politiques, parce que c'est assez lié, eux vont au contraire donner des explications très simplistes. En fait, vous voyez, là ça s'allume, donc c'est bon, c'est là que ça se passe. Voilà, donc c'est très simpliste, tout le monde dit ah bah oui, ça doit être ça. Ça paraît logique. Donc nous, ça c'est un petit peu une mise en garde qu'on aime bien, dont on aime bien discuter, parce que c'est quelque chose qui... en fait, il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que l'image montre vraiment? Est-ce que c'est vraiment important pour faire mieux apprendre les élèves, hein, le fait aussi de savoir que ça se passe là ou là. Et donc, toute cette fascination et les extrapolations qui ont été faites à propos de cette fascination et les interprétations médiatiques qui peuvent en être faites. Vous avez des tas de magazines, etc., qui vont des grosses images de cerveau, voilà, ils vont dire voilà, ça fonctionne comme ça, si vous faites comme ci, ça va vous aider à faire ça. Ça donne naissance à ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu le mot, qui s'appelle les neuromythes. En fait, donc un mythe, vous savez tout ce que c'est, un mythe comme la mythologie, oui, pas comme la bestiole.
et neuro, donc tout ce qui touche le cerveau. Donc les neuromythes, ce sont des idées reçues qui ont été en général, c'est parti d'un fait scientifique et puis ça s'est transformé petit à petit pour devenir en fait voilà un mythe, Quelque chose de faux, oui. quelque chose de faux, mais qui est largement relayé par les médias, le public en général, parfois aussi les enseignants. Et donc, par exemple, donc là on avait fait plein de petits neuromythes très jolis pour vous montrer un petit peu ce que c'est. On va vous les dire, et puis vous allez nous dire si selon vous, pour vous, si selon vous c'est vrai ou pas. Alors, à quel point c'est vrai. Donc par exemple, nous avons, en fait, on n'utilise que 10% du cerveau. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Alors, je vais répondre tout de suite. En fait, on a moyen de savoir que c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que le cerveau, en fait, il fonctionne en réseau. C'est un petit peu comme un réseau électrique. Donc, si une partie du réseau ne fonctionne pas, donc imaginez 90% du réseau ne fonctionne pas, alors oui, quand on est mort, en fait. C'est-à-dire l'état végétatif, c'est voilà, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que votre cerveau, il est tout le temps connecté, tout le temps, de votre naissance, enfin même avant votre naissance, jusqu'à la fin. Donc ça, c'est pas possible. Alors c'est venu en fait historiquement, je crois qu'il y avait, je crois que c'est Einstein qui avait dû dire, il y avait c'était une blague d'Einstein. Voilà, il parlait d'un journaliste et puis il le trouvait un peu pas très intéressant. Il disait mais vous devez vraiment utiliser que 10% de votre cerveau. Et c'est devenu en fait, voilà, et c'est devenu un peu une légende là-dessus. Alors vous avez d'autres par exemple, le cerveau gauche et le cerveau droit, qui ne font pas la même chose. Voilà, il y a des gens qui vont dire ah moi je suis plutôt cerveau gauche, c'est la créativité ou le contraire, je sais plus déjà. Et puis moi je suis plutôt cerveau droit. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Alors tout à fait, donc il y a effectivement des aires cérébrales qui ont été déterminées se situant plus dans le cerveau gauche que dans le cerveau droit, mais en fait, voilà, en fait les deux lobes du cerveau sont en permanence liés, connectés. En fait c'est toujours pareil, c'est le principe de la connexion, toujours liés par le corps calleux. Et alors, on ne va pas rentrer dans trop de techniques, mais néanmoins, en fait, ils sont complètement connectés. Alors, ils sont parce qu'à un moment donné, la forme du crâne fait que voilà, on a un côté et l'autre côté, mais en fait, ils sont en connexion totale, en permanence. Et là, en fait, par exemple, il y a certaines fonctions, comme notamment le langage, qui vont utiliser une aire du cerveau gauche, mais aussi une autre aire du cerveau droit. C'est-à-dire que, en fait, les réseaux traversent facilement. Donc, on peut l'idée de dire que les gens qui sont cerveau gauche sont plus, plus intuitifs ou enfin, je ne sais plus exactement à quoi se rappeler ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un neuromythe. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Bien sûr, il y a deux lobes cérébraux, et donc, mais ça se base sur des faits réels qui sont les deux hémisphères. C'est tout. Ça se base sur des faits réels qui sont que des fonctions normales, des fonctions de base, si vous voulez, des gens comme voilà, on a dit des zones fonctionnelles, ça s'appelle des zones fonctionnelles. Se passent plutôt dans certaines aires que dans d'autres, donc plutôt à gauche ou plutôt à droite. Par contre, tout ce qu'on met dessus, créativité, intuition, tous ces trucs qui sont beaucoup plus compliqués que les fonctions de base, nécessitent un fonctionnement en réseau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, et l'apprentissage c'est pareil, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas créer, ou on ne peut pas faire des choses en utilisant, ça revient aux 10% si vous voulez. Et finalement, ça revient aux 10%, sauf qu'on monte à 50%, mais on ne peut pas faire une action aussi complexe que la créativité, l'intuition, etc., avec juste une seule partie, zone. Parce que ça fonctionne en réseau. Et aussi, juste pour illustrer, mais de façon, par exemple, si quelqu'un a été victime d'un accident et une partie du cerveau a été lésée et du coup, certaines zones sont vraiment très, très, très abîmées. Et ben, pardon ? Non, je voulais juste repartir sur le cerveau droit, cerveau gauche. Certaines personnes qui ont un problème, et bien, comme le cerveau est plastique, il réapprend ailleurs en fait. D'accord ? Donc, même si il utilisait une certaine zone, le cerveau se rééduque et peut, alors pas forcément dans tous les cas, hein, ça dépend du type d'accident de la personne, mais néanmoins, c'est possible.
C'est-à-dire que c'est pas figé à jamais, c'est pas parce que le cerveau, l'hémisphère gauche a subi par exemple un traumatisme que les zones fonctionnelles ne se recréent pas ailleurs. Donc ça, voilà. Ah oui, ouais. Mais j'y venais. C'est le prochain. Alors. Tout à fait, c'est de la mythologie. Alors pour nous en fait, si vous voulez, faire de la gymnastique, c'est très bien, hein, l'activité physique. Ça aère le cerveau, ça c'est sûr. Tout à fait. En fait, on a vu pas mal de littérature sur le brain gym. Alors il faut savoir que déjà scientifiquement, ça n'a jamais évidemment été appuyé. Les principes du brain gym, c'est par exemple, alors déjà, il faut boire de l'eau. On hydrate. Enfin ça, évidemment, si vous arrêtez de boire de l'eau, je pense que ça va mal se passer parce que c'est quand même indispensable. Ensuite, il faut faire certains mouvements, effectivement, de coordination pour, soi-disant, réveiller le cerveau et ça permettrait de mieux apprendre. Alors ça, on vous dit tout de suite, bon, alors ça fait beaucoup d'argent aux gens qui ont créé le concept, et énormément d'argent, mais ça marche pas. Ça fait de l'exercice physique. Après, au pire, c'est pas dangereux, mais néanmoins, c'est pas parce que vous... je crois que c'est les plexus. Ou alors vous faites ça. Il y a les deux, ouais. Oui. Non. Alors ça, après, c'est en tout cas, pour l'apprentissage. Oui, voilà. C'est pas. Voilà. Après, ça peut-être. Voilà, rien n'a été prouvé. Rien du tout. Mais en fait, si vous voulez, ça va à l'encontre justement de ce qu'ont découvert les neuroscientifiques. C'est à partir du moment où tout vos cerveaux est tout le temps en connexion. Il n'y a pas de raison de le stimuler. Après, par contre, ça a été montré aussi qu'on apprend mieux quand on est bien nourri, quand on est bien nourri, quand on est protégé, quand on est aimé, quand on a dormi la nuit. Quand on a dormi la nuit. C'est ça. Donc, voilà. Si vous voulez, nous, on a été un peu étonnés de voir certaines conclusions d'articles scientifiques qui disaient ça. Je pense pas que eu besoin naturellement, vous le savez. Ça, je pense. Si on est fatigué, maltraité, etc. Si on a peur, on n'apprend pas bien. Si on a peur, on n'apprend pas bien. Donc en fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire si vous êtes dans un environnement qui vous sentez, où vous pouvez vous épanouir, vous apprendrez beaucoup mieux que justement, voilà. Alors encore plus pour les enfants, s'ils ont faim et qu'ils ont peur, c'est sûr que ça va être compliqué pour eux. Donc ça, c'est sûr que c'est. Mais on n'a pas attendu en fait les neurosciences pour nous le dire. Je pense que tous les gens sur cette planète a priori le savent. Et deux, les psychologues l'ont aussi montré. Parce que les enfants qui ont subi des traumatismes psychologiques, c'est plus compliqué pour eux d'apprendre sereinement. Voilà. Oui, alors voilà, donc j'en avais d'autres. On vous laisse le choix. Alors, les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars, alors on sait bien que non, mais... Voilà. Les cerveaux des hommes et des femmes sont différents, c'est un peu ça qu'il y a derrière. Voilà. Eh ben non. Pourquoi ? Eh bien non. Pourquoi, si tout fonctionne en réseau ? Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Alors, le cerveau a un rôle voilà. pour les fonctions de la reproduction. Voilà. Ça, c'est encore les fonctions de base. Voilà. Et là, on est sur l'apprentissage. Voilà. Et l'apprentissage, au niveau des réseaux, voilà. En fait, il y a plus... Voilà. Tout à fait. En fait, il y a plus de différences entre, par exemple, plus de différences entre deux cerveaux de femmes, physiologiquement, entre le cerveau d'une femme et d'un homme. Et en fait, effectivement, après, les réseaux, les structures, les réseaux, la façon dont ils se construisent sont liés à la culture, à une société donnée. Donc, à un moment donné, effectivement... À l'environnement, comme on disait tout à l'heure. Alors, on peut dire qu'on retrouve certaines caractéristiques chez certaines femmes, c'est parce que culturellement, elles l'ont développé naturellement dans leur... Pas naturellement, excusez-moi, surtout pas naturellement. Par exemple, si on dit tous les matins à toutes les filles d'un pays qu'elles sont complètement débiles, et ben peut-être que le cerveau ne va pas se développer de la même manière que si on dit à toutes les filles qu'elles sont très intelligentes le matin. Catherine exagère. Comme c'est plastique, le cerveau s'adapte à l'environnement, à ce qu'on dit. Voilà. Donc on développe plus certaines choses que d'autres en fonction de ce qu'on nous dit, de l'environnement, de la manière dont on apprend, etc. Voilà, et du coup, on n'y arrive plus sûr. À la fin. À la fin, on n'y arrive plus. Voilà, à force. Mais bien sûr. Oui, c'est ça. Oui.
Mais Tout à fait. on tout dit, à on dit fait. ça C'est en, ça. on dit ça en rigolant, mais c'est un gros problème, par exemple, pour l'orientation professionnelle. Oui. Si on dit aux filles, au bout d'un moment, les filles sont moins bonnes en maths que les garçons, au bout d'un moment, tout le monde intègre, je suis Elles moins vont bonne se en maths dire que les que oui. garçons. Donc maintenant, on essaye de... Voilà. C'est l'environnement. C'est l'environnement. Voilà, Oui. et des choses qui sont et de manière, enfin, qui sont égalitaires, on va dire, entre les hommes et les femmes à la naissance, sont développées, voilà, en fonction de l'environnement. Après, que ça se voit dans le cerveau, bon, ça c'est encore autre chose, parce que comme tous les cerveaux sont différents, de là trouver Ouais. des caractéristiques communes aux femmes et aux hommes, et des caractéristiques communes aux hommes, bon, ça c'est pas encore ça. Des garçons qu'on estime plus capables en mathématiques que les filles. Donc, je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est une réalité, parce qu'il y a quand même eu des statistiques qui ont été faites à certaines époques, et on a dans les classes instauré le fait que, enfin instauré non, mais en tout cas on a vu que dans certaines classes, ou dans pas mal de classes scientifiques, les garçons étaient plus matheux que les filles. Alors je sais aussi qu'il y a plus de filles qui arrivent au bac et qui vont dans l'enseignement supérieur. Voilà. Mais au niveau du bac, après, la courbe s'inverse. Mais en fait, est-ce que depuis 20 ans, on a pu établir quelque chose de contraire? Parce que si c'est culturel, ça veut dire que ce sont des préjugés. Oui, des stéréotypes. Des stéréotypes oui. qui sont répandus dans la masse. Oui. Et qui finalement brouillent un peu les cerveaux. Mais bien sûr, bien sûr. Que le cerveau, parce que si on s'arrête au cerveau, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a plus de garçons dans les classes de mathématiques que de filles, parce qu'il n'y a pas de différence intrinsèque dans les cerveaux. Donc il faut la sociologie pour essayer de comprendre pourquoi on a dit... Alors ça, c'est une histoire de domination, c'est-à-dire que les mathématiques sont considérées comme la discipline dominante, les hommes comme les mâles dominants, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, du coup, ça collait bien de mettre, de faire des mathématiques. En fait, Madame parlait de demander s'il y avait des expériences. Sur les expériences, justement, il y a eu des expériences de fait, justement, on prenait donc des jeunes filles et on leur disait qu'elles allaient faire une épreuve de mathématiques. Alors là, panique. Non, je suis pas bonne. Et donc, effectivement, elles avaient des notes qui étaient inférieures à celles des garçons. Et après, un autre groupe de filles, on leur dit, vous allez faire de la géométrie, c'était des maths, en géométrie. Après, on leur dit, vous allez faire une épreuve de dessin. Art plastique, géométrie, mais c'était la même épreuve. C'était la même épreuve. La même. Voilà. En fait, il fallait dessiner des figures, etc., en fonction de chiffres et tout. Et donc, là, les filles étaient meilleures. Parce qu'en fait, elles n'avaient pas ce préjugé, même sur elles-mêmes, d'être pas bonne, et donc elle se lançait ça c'est bien, ces arts plastiques, c'est pour moi, je suis une fille, donc je vais réussir cette épreuve parce que je vais savoir calculer les mesures, je vais savoir faire un patron de vêtements, j'en sais rien, qui utilise les maths quelque part pour calculer les dessins géométriques. Et finalement elle réussissait beaucoup mieux à ce moment-là. Voilà. Et vous savez tous, je pense qu'on a tous eu des situations dans notre vie où vous mettez une pression vous-même parce que vous pensez ne pas réussir, ne pas être capable, être mal jugé, etc. Alors que dans un autre contexte, la même épreuve, je dirais, que vous subissez, vous la passez tranquille parce que vous n'avez pas cette pression en fonction donc, du contexte dans lequel cette épreuve se passe. Donc ça c'est important parce qu'en fait, alors nous par exemple là où on travaille, justement, ils font l'été, là cet été. C'est Sarah qui m'a dit ça tout à l'heure. Ils font des stages des stages de maths et d'informatique pour les jeunes filles, donc à partir de 15 ans, justement pour leur montrer qu'elles savent faire aussi et qu'elles choisissent une orientation, si elles le souhaitent, évidemment, orientée scientifique, mathématique. Mais donc dès l'âge du collège, et ça se fait cet été là, à l'ENS. Voilà, donc parce qu'on essaie de renverser un peu la tendance, dire attention, vous êtes très bonne, ou pas bonne, mais c'est pas culturel. C'est-à-dire qu'il faut que vous devez vous lancer dans les choses qui vous intéressent, si ça vous intéresse vraiment. Et c'est pareil pour les garçons, parce qu'on parle que des filles. Mais un garçon qui, lui, a envie de s'occuper d'enfants, de jeunes enfants, à une crèche, alors culturellement, un homme dans la crèche, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, et c'est mal vu, ou on va dire, non, il va être maladroit.
Mais non, en fait, il va pas être plus maladroit s'il apprend le métier comme il faut et que lui-même s'en sent capable. Donc pour les garçons aussi, ça peut être handicapant. Alors tout est dans le instinctivement, puisque on n'observe pas du tout de différence. Ça a été une expérience qui a été faite. On n'observe pas de différence avant, c'est quoi, c'est 2 ou 3 ans, je ne sais plus, c'est 2 ans je crois. Hein. 2 ans, oui. 2 ans. Avant 2 ans, il n'y a aucune différence. Et à 2 ans, puisque la société a fait son œuvre, puisqu'on a présenté que des poupées aux petites filles et que des voitures aux garçons, eh ben on dit spontanément il va vers les voitures, mais c'est pas du tout spontané en fait. C'est parce qu'il est habitué. Dans une certaine société, et si dans d'autres sociétés on lui présente complètement autre chose, il prendra complètement autre chose, puisque du coup il est en réaction avec l'environnement, avec sa société, sa culture, etc. Voilà. Il faut voir quels sont les objets qu'il a dans sa chambre. Est-ce que les parents ont mis une poupée, ou est-ce qu'ils ont mis que des voitures? Est-ce qu'ils ont mis que des couleurs bleues, ou est-ce qu'ils ont mis des couleurs... non, et ça, il suffit d'aller dans d'autres pays pour voir que ça ne fonctionne pas pareil. Il y a voilà, on va vers ce qu'on connaît. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on parle de 2 choses. Parce que le cerveau en tant que tel, produit pur, c'est le fonctionnement électrique, enfin, c'est un organe. Mais j'ai l'impression qu'on ne fait pas la différence entre ce qui est notre vie psychique, sociétale et tout ça. C'est ce qui va nous donner des comportements, la façon de voir les choses. C'est pas le cerveau qui fait ça. Là, on parle de 2 choses, enfin, à mon avis, qui sont complètement différentes. Donc vous avez raison, le cerveau c'est le cerveau et la société c'est la société. Sauf que on vient de voir que le cerveau se développait en fonction de la société. C'est-à-dire que voilà, il peut, mais on est tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que on prête au cerveau des tas de choses qui sont en fait pas du tout du registre du cerveau, mais du registre de la société. Voilà, mais quand on dit oh bah c'est bizarre, les hommes et les femmes ils font voilà, donc les garçons préfèrent les maths. Ça, c'est sociétal. Oui, mais pour essayer de trouver une explication, oui, mais comme on veut pas ce regard sur notre société, en fait, finalement. Donc, on essaie de trouver une explication qui nous dépasse et donc qui est biologique. Et c'est beaucoup plus simple de trouver une explication biologique pour dire, ben non, c'est fondamentalement instinctivement, voilà, c'est instinctivement, spontanément, de manière innée, biologiquement, finalement, qui sont différents. C'est pas la société. Donc au lieu d'accuser la société, on accuse la biologie, la nature. On dit bah c'est comme ça, c'est la nature. C'est pas nous qui avons créé ça, c'est la nature. C'est beaucoup plus simple en fait. Ça évite de se remettre en question en quelque sorte. Donc voilà. Et en fait c'est ça, les chercheurs ils appellent ça biologiser la société. C'est vraiment faire en sorte que toutes les explications, au lieu d'être complexes, parce que finalement là c'est bien compliqué cette histoire de pourquoi les garçons font des maths et pourquoi il y a moins de filles en classe de maths. C'est assez compliqué de comprendre tout ça, etc. Et c'est tellement plus simple de dire bah, c'est parce qu'ils ont un cerveau différent. C'est la simplification en fait. Voilà. On veut des explications assez simples. Bah, pendant la grossesse, d'accord, parce qu'il y a les hormones qui jouent. Avant et après, il n'y a pas forcément de raison. Est-ce que si par exemple une femme vous dit non mais moi je n'aime pas du tout les enfants, j'ai pas du tout envie d'en avoir, est-ce qu'on la regarderait pas, mais elle n'est pas normale? Vous voyez, donc en fait on ne permet pas tellement aux femmes dans la société à endosser finalement ce rôle-là. C'est-à-dire qu'une femme, donc naturellement on lui dit, enfin naturellement, c'est-à-dire que mais nous, enfin, je veux dire, c'est très difficile d'y échapper, mais c'est quand même le rôle. La société dit que la femme a un certain rôle et que l'homme a un certain rôle. Alors, ce qui est vrai qu'au niveau physiologique, évidemment, on est bien d'accord qu'il y a des différences au niveau des organes sexuels, évidemment. Des hormones. Pour la reproduction de l'espèce, c'est indispensable. Mais
comme on dit, l'instinct maternel, etc. Est-ce que vraiment, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose comme ça qui existerait au préalable dans nos cerveaux de femmes ou pas? Est-ce que c'est pas la société qui vous dit vous devez avoir envie d'avoir des enfants, vous devez les protéger? Un instinct paternel quand le père a un enfant, c'est un instinct paternel et pourquoi juste l'instinct maternel et pas l'instinct paternel? Une fois que l'enfant est là. Bah, ça dépend de ce que vous regardez. Là, nous, on parle du cerveau, mais... On va revenir. Niveau biologique, vous voulez dire? Oui. Alors figurez-vous que nous, on a aussi des opinions sur ce que c'est que l'intelligence, mais bon. Peut-être une autre fois. Oui. Alors, on va revenir sur voilà, donc en fait, si vous voulez, nous, ce qu'on veut surtout dire, c'est que faut pas réduire les différences hommes-femmes ou les choses comme ça, qui sont compliquées, faut pas les réduire juste à une histoire de c'est dans le cerveau, comme ça, c'est pas mon problème. Et non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein de choses différentes. Voilà, après, chacun... Nous, on dit qu'il y a autant de différences, enfin, c'est pas nous, les recherches montrent qu'il y a autant de différences entre deux cerveaux de femmes qu'entre le cerveau d'une femme et d'un homme. Après, il y a des fonctions de base, mais là, nous, on parle pas de fonctions de base, on parle de l'apprentissage ou du fonctionnement réseau, hein, mais les fonctions de base, dont les fonctions reproductrices, évidemment, ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment intriqué. On peut peut-être quelques questions, parce qu'on a les spécificités de l'école, justement, qu'on voulait aborder. On va repasser à l'école. Vous pouvez peut-être les garder en... Oui, bien sûr. Mais en fait, vous avez en fait une partie du cerveau effectivement qui est dédiée à la production d'hormones en fonction du sexe, notamment au développement du corps par rapport aux organes sexuels. Forcément, on n'a pas les mêmes impulsions, quoique. Et des fois, c'est plus compliqué que ça. On n'a pas étudié leurs influences sur les comportements et tout ça. Nous, on s'arrête sur l'apprentissage. Il y a une différence physiologique, mais pas en termes de développement cognitif. Voilà, c'est juste ça. Et donc on voulait, pour revenir un peu au sujet, parce que quand même là ça avance, donc de voir en fait, puisqu'on vous a donc parlé des recherches en neurosciences, et maintenant on va voir pourquoi ces recherches en neurosciences, quelles spécificités de l'école vont permettre ou pas de les intégrer dans la classe. Alors déjà, on peut commencer par parler des expériences avec les IRM, donc en imagerie résonance magnétique, imagerie fonctionnelle qu'on appelle, c'est pas pour traiter les cas pathologiques, mais fonctionnelle, donc pour savoir comment fonctionne le cerveau, quelles zones s'allument, avec toutes les précautions qu'il faut prendre et dont on a déjà parlé. Donc là, on peut imaginer qu'on se retrouve, donc on est à l'école, on est dans une classe. Bon, on ne peut pas faire d'expérience avec des IRM avec tous les enfants de la classe. Ça, on est à peu près tous d'accord. Donc, les expériences ont lieu dans un laboratoire, donc en dehors du contexte de la classe. Donc, si on voit que, alors on va prendre des exemples, hein, mais par exemple sur l'addition, si on voit qu'un élève qu'on a mis dans un laboratoire, qui, dans une grosse machine avec beaucoup de bruit, fait une opération
voilà, c'est ça des tests des neuroscientifiques qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Donc on essaye de voir comment il arrive à faire l'opération. Par exemple, je vais prendre tout de suite l'exemple. Pour faire un calcul simple, est-ce que l'élève fait 10 plus 1 pour faire 12, ou est-ce qu'il fait, donc qui serait sur une sorte de ligne comme ça pour faire 12, ou est-ce qu'il ferait 10 plus 2 et il irait directement à 12. Voilà. C'est ça un petit peu, c'est un exemple. On est allé voir un laboratoire de neurosciences et c'était l'exemple que nous a donné le chercheur. C'est là-dessus qu'il travaillait. Donc ça prend quelques mois pour arriver à comprendre ça, parce qu'il faut faire passer plusieurs enfants, il faut faire des moyennes, comme les cerveaux sont tous différents. Il faut faire des moyennes à peu près dans les cerveaux, donc les zones ne sont pas tout à fait les mêmes qui s'allument. Voilà, les expériences ne sont pas les mêmes, il y a des enfants qui ne supportent pas, donc il faut déjà les préparer à aller dans un IRM. Les enfants, ils ont 8 ans à peu près, je crois, ils avaient 8 ans. Donc voilà, et donc la question c'est, est-ce qu'on fait 10 plus 1 plus 1, ou est-ce qu'on fait 10 plus 2 directement? Donc ça, vous voyez, la problématique est extrêmement précise. Voilà, ça c'est l'expérience qui a lieu en laboratoire. Comment est-ce qu'on fait maintenant quand on est enseignant de mathématiques et qu'on veut appliquer ça? On peut l'appliquer peut-être à un moment dans l'année en se disant, ah ben voilà, il y en a peut-être, parce que si le résultat a été, il y en a 70% qui font 10 plus 1 plus 1 et 30% qui font 10 plus 2. Bon, du coup, on peut se dire, il y a deux stratégies, on va essayer de prendre en compte les deux dans l'enseignement. Voilà. Donc on voit quand même que par rapport aux problématiques quotidiennes des enseignants de mathématiques, qui sont que globalement, on peut dire les problématiques, que les enfants n'aiment pas les maths, que c'est compliqué de leur faire apprendre les maths, etc. Bon, vous voyez que là, les neurosciences apportent, comme des autres recherches en éducation, un éclairage, mais que ça ne va pas résoudre tous les problèmes de l'enseignement de mathématiques de tous les jours. Ça ne peut pas se traduire dans la classe, finalement, par de dire, ah bah oui, c'est simple, je vais faire comme ça, et puis ils vont savoir bien apprendre à additionner. Et de la bouche du neuroscientifique lui-même, donc nous, on n'a pas inventé, on lui a demandé, parce qu'en fait, ces expériences-là étaient faites en collaboration avec une enseignante de mathématiques qui travaille dans un institut où on forme les enseignants. Et l'idée, c'était de trouver des collaborations possibles. Alors, c'était super intéressant, ils échangeaient plein d'idées, etc. Puis quand on leur a posé la question, bon, très bien, mais alors maintenant, dans la classe, on dit quoi aux profs? Ah pour l'instant, on ne sait pas trop, voilà, on continue. En fait, ils exploraient des idées, des pistes, mais c'était pour l'instant, en tout cas, pas du tout traduisible dans la classe directement, en disant, on est sûr que ça va vraiment aider les enseignants, etc. De même, ils n'ont pas dit, voilà, ils disent c'est très compliqué. C'est déjà compliqué, comme disait ma collègue, de faire une moyenne, surtout, à la limite, ils travaillaient en plus sur combien? Sur 10 enfants. 10 enfants, vous imaginez, des expériences 10 enfants. C'est pas beaucoup. Si on fait une expérience, je sais pas moi, de chirurgie à cœur ouvert, on aime qu'il y ait un peu plus d'expérience que ça avant de pratiquer, vous voyez. Donc donc ils étaient eux-mêmes conscients en fait des grandes limitations de cette expérience. Alors peut-être que dans 30 ans, on vous dira pas du tout la même chose. Peut-être que dans 30 ans, il y aura eu plein d'expériences et qu'on saura beaucoup plus de choses. Donc voilà. Là c'est vraiment l'état actuel des connaissances. Et oui. Alors, non, ils étaient dans l'IRM. Excusez-nous, on a peut-être oublié de... En fait on avait... c'est une bonne question. On avait une photo d'IRM à vous montrer. Donc, évidemment, vous ne l'avez pas vue. Ce ne serait pas fasciné sinon, comme ça voilà, l'image vous aurait aidé à comprendre ce qu'on voulait dire. Donc, on mettait ces enfants dans l'IRM. Donc, et donc là, eux, ils avaient un écran. En fait, donc, ils étaient couchés. Vous voyez, les IRM, comment ça fait? Une sorte de gros tube métallique. Et donc, c'est dans une chambre complètement isolée. Avec un pam-pam-pam, ça fait un super bruit. Donc voilà, donc eux ils étaient allongés et dans leur IRM ils avaient un petit écran de télé, un mini écran de télé. Et là, quelqu'un qui est dans la salle d'à côté, parce qu'on ne peut pas être dans la même salle, dans la salle d'à côté, envoyait des images, donc il disait de calcul. Donc il faisait 10 plus 1. Et la consigne donnée à l'enfant c'était calcul, ou 10 plus 1, ou 10 plus 2, comment tu fais? Et donc l'enfant calculait dans sa tête, et là, comme il était dans l'IRM, il y avait les images du cerveau, les coupes du cerveau. Donc d'accord. Donc comme tout à l'heure on vous a dit, donc là qui était enregistré. Et on mesurait l'activité électrique. Et on mesurait. Où est-ce qu'elle se passait? De longtemps après avoir fait. Après, et puis surtout le traitement est très long en images fonctionnelles. Et donc là on voyait où ça s'allumait. Et eux ils arrivent à traduire, mais c'est là où je vous ai dit l'interprétation des images. C'est compliqué.
ils arrivaient à traduire en disant bah, s'ils font ça, c'est que ça passe dans telle aire fonctionnelle. Ça veut dire qu'ils soit ils calculent sur la ligne 10 plus 1 plus 1 plus 1, etc. Soit au contraire, il arrive à faire à 10 plus 2. Donc c'était plus rapide. En l'occurrence, et donc en fait, ça vient en fait d'une expérience de psychologie qu'on appelle cognitive, c'est-à-dire. Et après, il vérifie dans la classe. Donc ça vient d'une expérience où, par des questions directes aux élèves, on leur a demandé comment est-ce que tu fais pour faire une addition. Est-ce que voilà, il y a tout un tas une procédure en fait pour poser des questions, pour essayer de deviner un peu ce qui se passe dans le cerveau. Et là, les neurosciences vont confirmer ou infirmer cette hypothèse de psychologie cognitive. Mais ça fait très longtemps qu'il y a de la psychologie cognitive. Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est un outil de plus pour confirmer des hypothèses. Donc ils partent, les neuroéducateurs, si on peut dire, enfin, les neuroscientifiques qui travaillent pour l'éducation, partent des hypothèses déjà faites depuis des dizaines d'années sur la psychologie cognitive, et après essayent de confirmer ou d'aller un petit peu plus loin. Mais ça leur prend un temps fou. Voilà. Oui. En fait, donc, voilà, on avait d'autres exemples, et c'est vrai qu'on a un peu digressé tout à l'heure, donc voilà. Donc en fait, nous, le message aujourd'hui qu'on aimerait faire passer, c'est de dire les neurosciences, déjà, effectivement, la neuroimagerie, c'est super important, notamment en médecine, pour voir les problèmes qui se passent quand le cerveau a été traumatisé. Mais en éducation, en tout cas, c'est une discipline, mais parmi d'autres. Nous, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est qu'on pose la neuroéducation, les neurosciences, comme étant une sorte de réponse un peu miraculeuse qui par certaines formules ou certaines idées, avec plein d'images du cerveau partout, veut faire croire que enseigner ou apprendre, c'est facile. Nous, on dit, il ne faut pas que la neuroscience prenne le dessus, il faut qu'elle accompagne en fait les autres types de recherches pour continuer à comprendre comment ça fonctionne. Et le problème, vous l'avez vu au début quand on a présenté le conseil scientifique de l'éducation, on met quand même un neuroscientifique à la tête de ce conseil. Donc c'est quand même un message fort envoyé par les politiques pour dire attention, justement pour dire ah bah c'est bon avec ça à la tête, hop c'est bon. Tous les problèmes vont être résolus, le décrochage, les enfants qui ont un problème en maths ou en français, on va leur apprendre à lire, ça va très bien se passer. Et en fait, le concept aussi des certains neuroscientifiques, c'est de dire, eh ben, c'est pas compliqué, on va expliquer le fonctionnement du cerveau aux enseignants, donc on va leur expliquer comment ça fonctionne, alors qu'on sait très bien que déjà on ne sait pas vraiment tout ce qui se passe là-dedans. On va leur expliquer comment ça fonctionne, l'ère des mots, l'ère du langage, l'ère de ceci. Et puis, avec ces connaissances, ils vont savoir mieux enseigner à lire. Et vous imaginez le pas de géant qu'il y a entre savoir comment fonctionne un organe et puis l'utiliser pour faire apprendre. Et en fait, nous, ça nous paraît maintenant complètement un peu absurde, si vous voulez. C'est pas parce qu'on connaît le fonctionnement de quelque chose, même si c'est très intéressant d'apprendre comment ça fonctionne, c'est pas pour ça que dans la classe, comment on travaille avec des enfants qui sont tous différents, qui ont tous un cerveau différent, qui viennent tous de milieux différents, et voilà, une histoire différente. Donc pour nous, c'est ça qui pose problème. Voilà. J'ai bien compris que, avant la conclusion, j'avais bien compris le message dans le sens où la neuroscience n'a pas de relation. Actuellement, elle n'a pas de relation avec l'éducation. Avec l'exemple que vous avez donné, c'était très clair. Maintenant, ce qui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une nouvelle science. On commence, on débute. C'est vrai que c'est très intéressant, c'est très attirant. Moi, j'essaie de lire un petit peu dans ce domaine, c'est passionnant. Mais est-ce que le fait de savoir, l'école, c'est compliqué. C'est très compliqué. L'enfant doit se lever tôt le matin. Il doit accepter beaucoup de monde dans sa classe qui n'ont peut-être pas culture si quand même, la majorité, mais pas les mêmes comportements, pas la même vision de la vie, pas la même vision de soi-même déjà. Voilà, c'est le complexe de l'humain. Mais justement, est-ce que la neuroscience, avec ce complexe humain, et là je ne parle pas du cerveau, le complexe humain c'est sociétal, c'est la psychologie, ça n'a aucune relation avec le cerveau, pour moi en tout cas. Est-ce que le fait de connaître le fonctionnement du cerveau
dans ce micmac ne va pas aider les enseignants, les éducateurs à, on va dire, à tel moment intensifier, par exemple, on va dire, par exemple, bon, on a connu ça avant, les maths, on évite de les apprendre l'après-midi parce qu'on est fatigué, le cerveau il est ailleurs, il faut mieux étudier les mathématiques le matin. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Mais est-ce que vous pensez que de faire des activités complexes l'après-midi, est-ce que vous pensez vraiment que ça vient de l'étude du cerveau? Non. En fait, là, vous parlez de psychologie. Ça, c'est la psychologie, exactement. Voilà. Mais et donc, on n'a pas besoin de neurosciences pour l'instant. Là, je vais arriver justement. Est-ce que la neuroscience, quand on connaît le fonctionnement, je dirais pas exact parce que c'est trop compliqué, trop complexe, mais quand on sait le fonctionnement du cerveau, va pas nous aider, je dis pas forcément aujourd'hui, mais c'est pas encore le cas, mais est-ce que ça va pas nous aider à je sais pas, à changer des méthodes, par exemple moins intensif, plus intensif, à tel moment ou à d'autres moments? Est-ce que ça peut pas aider justement quand on voit l'imagerie? Je donne un exemple tout bête. À 7h du matin, le cerveau il est plus apte. Je donne un chiffre comme ça. À 7h du matin, le cerveau il est plus apte, d'après les imageries, les connexions qu'on voit. Pas chez les adolescents. Eh ben pour les plus petits justement, d'apprendre, qu'ils auront plus de capacité à apprendre, parce que le cerveau il est plus, enfin je sais pas, toutes les connexions se font qu'à 11h du matin par exemple. Oui, mais on l'applique pas à l'école. On l'applique pas à l'école. Voilà, c'est ça. Mais si je prouve scientifiquement avec la neuroscience qu'à 7h du matin, les enfants ils vont apprendre à 90%, que à 11h. Non, je donne un exemple. Oui, mais vous voyez bien que même si les neurosciences pouvaient prouver ça, ce qui, à mon avis, n'est pas possible. Oui, même si on le prouve, en fait. Parce que, comme dit madame, c'est pas vrai pour tous, mais même si on arrivait à prouver ça, la société dans laquelle on vit, imaginez, on dit aux parents, vous devez amener vos enfants à l'école à 6h du matin. Et vous devez les récupérer à 1h de l'après-midi, et après, voilà. Mais c'est pas parce que... Oui, mais justement, mais voilà, mais le problème, c'est l'école. C'est-à-dire, si on a des résultats de recherche qui sont ce qu'ils sont, il y en a qui sont béton. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, ça ne sert à rien de faire redoubler les enfants. On le sait. Scientifiquement, les recherches, dans plein de pays, dans tout le monde, on le sait. Pourquoi est-ce que tout le monde continue à vouloir faire redoubler les enfants? Les enseignants veulent faire redoubler les enfants, parce que c'est une histoire d'autorité, par exemple. Si jamais tu continues à être pénible comme ça, tu passeras pas à la classe d'après. Voilà, c'est une histoire d'autorité. Donc il y a beaucoup plus d'enjeux que juste les résultats de recherche qui interviennent dans les problématiques de l'école. Donc les neurosciences apporteront, comme les autres disciplines de recherche en éducation, apporteront des éléments de réponse. Mais ces éléments de réponse, il faut les prendre dans un contexte. Et le contexte est complexe. Et du coup, c'est exactement ce qu'essaye de faire le ministre de l'Éducation nationale maintenant, en disant on va se baser sur les résultats des neurosciences. Bon, très bien. Alors du coup, ça veut dire que les élèves, à partir de demain matin, apprendront leur poésie par cœur. Et c'est déjà le cas. Et les élèves feront des dictées tous les jours. Mais c'est déjà le cas. Donc voilà. Et si jamais le ministre se base sur d'autres résultats, qui est par exemple les enfants après 3 ou 4 heures de l'après-midi, ils sont bons à rien du tout, et d'accord, à partir de demain, tous les enfants partent à 4 heures ou à 3 heures de l'école. Et est-ce que la société est prête à avoir les enfants à partir de 3 heures? Non, parce que les parents finissent à 6 heures ou à 7 heures. Mais c'est lié, c'est ça le problème. Oui, mais on ne peut pas baser les politiques que sur la recherche. C'est ça qu'on dit, nous. Voilà. Alors, moi, je voulais revenir sur la question du redoublement. Alors, je veux d'abord dire que je suis enseignante en lycée professionnel, que j'ai fait des études supérieures, que je suis architecte de formation, que j'ai donc passé un concours pour être enseignante, et que les élèves qui nous arrivent en lycée professionnel sont des élèves qui n'ont pas le socle de base, ce qu'on appelle le socle de base de connaissances. Parfois, même pour faire les 4 opérations, on a des difficultés. Pour
faire des calculs de surface, de rectangle, de triangle, on est dépassé, les élèves sont dépassés. Donc aujourd'hui, on nous dit effectivement les élèves ne redoublent pas, parfois pour des questions de budget. Aujourd'hui, on nous dit que les élèves ne redoublent pas parce que les neurosciences disent que ça ne sert à rien, c'est ce que vous avez dit. Je vais terminer après si je me suis trompée dans ce que j'ai. Les recherches en neurosciences permettent de dire qu'un élève n'a pas besoin, il n'y a pas nécessité pour un élève de redoubler. On vit quand même dans une société où un élève qui n'a pas de diplôme est relégué, donc sur une voie de garage. Les neurosciences ne sont pas suffisamment avancées. Enfin, les recherches en neurosciences ne sont pas suffisamment avancées et ne permettent pas aujourd'hui de confirmer qu'un élève n'a pas besoin de redoubler parce que l'apprentissage par les neurosciences n'est pas mis en place à la date d'aujourd'hui. Je pense que je suis enseignante, je sais comment j'enseigne. Alors, c'est vrai que la psychologie, la pédagogie utilise la psychologie, c'est vrai, la sensibilité qu'on peut avoir chacun vis-à-vis de nos élèves et percevoir aussi la sensibilité de nos élèves. Mais à la date d'aujourd'hui, les neurosciences ne sont pas appliquées dans les établissements pour pouvoir conduire nos élèves vers un apprentissage peut-être plus facile des connaissances. Oui, mais d'accord, on ne peut pas appliquer les neurosciences, mais à ce moment-là, les informations qui sont communiquées, elles doivent être limitées à ce que les neurosciences ont pu vérifier et à ce que les neurosciences... voilà. Donc moi, je suis un petit peu surprise quand même ce soir de voir qu'on parle des neurosciences sans qu'il y ait quelqu'un des neurosciences qui soit présent. C'est une discipline, comme vous l'avez dit, qui est toute nouvelle. Les recherches sont vraiment au b.a.-ba. Elles apportent effectivement des éléments et comme vous l'avez dit, elles sont reprises, ces éléments sont un peu repris, comme on l'a fait d'ailleurs un peu ce soir, ne serait-ce que par les débats qui ont été abordés, un peu tous azimuts dans des clichés où on s'est complètement perdu. Et en même temps, au début de votre intervention, enfin de vos interventions, vous avez abordé quand même des pistes que les neurosciences ont ouvertes, et vous avez raison, parce que là par contre, je pense que ça coupe d'autres domaines qui ont déjà, pour la pédagogie et pour l'éducation, déjà été connus. Je pense par exemple, je vais prendre un exemple que vous avez donné, l'apprentissage de l'opération chez un enfant. Bon, moi je ne suis pas enseignante, j'ai eu un fils, j'ai vu des enfants apprendre. Et je crois que ce que vous avez voulu pointer, c'est effectivement que, par exemple, pour apprendre, l'enseignant va apprendre une méthode, et il s'avère que parfois l'enfant n'applique pas cette méthode. C'est-à-dire, par exemple, pour compter, on compte de telle façon. Enfin, moi, je me souviens, mon fils, on lui avait montré une façon d'apprendre l'apprentissage. Il prenait une autre méthode. Donc, soit l'enseignement dit, donc là, ça ne va pas du tout, c'est faux. Soit le gamin insiste en disant, mais si j'arrive au même résultat, il s'y est pris autrement. Là, les neurosciences, qu'elles sont arrivées à montrer, c'est qu'effectivement, c'est ce que vous nous avez dit, c'est que le cerveau, il est complexe et que ça se passe différemment chez chacun. Ben moi, je trouve que pour l'éducation nationale et pour nous parents, déjà se dire, mon enfant n'est pas bête, il n'est pas stupide, il n'est pas en train, ou cet élève n'est pas complètement ridicule. Maintenant, je sais qu'il y a des mécanismes. Là, je suis un petit peu pantoise, c'est-à-dire je ne peux pas expliquer, voilà, je ne peux pas appliquer ma méthode, mais tiens, ça veut dire qu'il arrive à un résultat d'une autre façon. Et donc peut-être plutôt que de dire c'est tout faux, tu as 0, dire écoute voilà, moi j'essaye de t'apprendre une méthode, enfin bon, je ne veux pas développer, mais ce que je veux dire, c'est que déjà ça éclaire cet aspect-là. Après, qu'est-ce que vous avez dit d'autre? Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve que quand même, ce serait bien qu'il y ait quand même un neurologue, quelqu'un des neurosciences qui soit présent, parce que c'est pas. Moi, je travaille avec des neurosciences, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui travaillent dans les neurosciences, et c'est quand même très précis leur recherche. Et en aucun cas aujourd'hui, où effectivement nos ministères s'y intéressent, en aucun cas ceux qui font ces recherches ont envie qu'on utilise leurs recherches comme des recettes. Or là, on est en train de faire ça, et moi je trouve ça vraiment choquant. C'est pas du tout ce que font s'il y avait des neuroscientifiques là, je peux vous dire, ils se dresseraient. Voilà, c'est-à-dire, mais par contre, nous pédagogues, on a tout intérêt à savoir où on en est.
Au début, vous savez ce que j'aurais eu envie de vous dire quand vous parliez des neurosciences, pourquoi on étudie le cerveau, pourquoi cette passion? Mais parce qu'à l'ordinateur, parce qu'on vit dans un monde connecté, de réseaux, et qu'aujourd'hui, évidemment, c'est fascinant. On est là, on voit bien que le monde est basé sur des réseaux, et du coup, symboliquement, notre cerveau, parce que l'homme ne fait que ça, il crée des machines à l'image de quelque chose qu'il connaît. Donc l'étude des neurosciences aujourd'hui, moi il me semble, si je devais donner une image symbolique, c'est un petit peu parce qu'on est dans un monde connecté que ça symbolise, ça signifie les choses. Donc pour en revenir à quand même l'éducation et ce que ça apporte, vous avez quand même dit des choses importantes. Un enfant qui, par exemple, à 5-6 ans, moi je vois souvent des enfants qui ne parlent pas, qui a l'air un peu bêta, qui dans la classe, eh bien effectivement ce que les neurosciences expliquent, c'est que l'enfant a différentes méthodes d'apprentissage et donc celui-ci, là en maths ou dans ce domaine-là, il ne bouge pas. Mais par contre, peut-être que dans le dessin, il va déclencher des choses. Vous allez dire ça, on le sait déjà, je pense, vous qui êtes spécialiste de l'éducation, mais peut-être de l'expliquer, de dire il y a quelque chose dans le cerveau, de donner, vous voyez, quelque chose sans l'instrumentaliser, oui. Ça peut débloquer la situation et se dire... Sur l'exemple des mathématiques, effectivement, il y avait plusieurs possibilités de calcul. Ce qu'on vous a dit aussi, c'est que finalement, ce que regardait le neuroscientifique via les images fonctionnelles, ça venait d'abord d'une expérimentation psychologique. Oui. Alors ça, donc en fait, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin des neurosciences pour vraiment savoir ça. C'est que quelque chose qui nous ont confirmé, selon eux, l'interprétation des images qu'ils ont vues confirmait cette hypothèse, qu'il y avait plusieurs voies de calcul. D'accord ? Mais alors, voilà. Donc en fait, je suis d'accord avec vous, mais où je pense que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un des neurosciences. Alors admettons sur ce point-là, peut-être que ça n'a rien apporté au monde de l'éducation. Mais aujourd'hui, il me semble que rien quand même que cette chose, où on sait qu'il y a plein de maladies qui touchent le cerveau, rien que de savoir la plasticité et que rien n'est bloqué, rien que là-dessus, mais il y a, je veux dire, mais on est tout à fait d'accord avec vous, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut mettre les neurosciences à la gouvernance de l'apprentissage à l'école ? Mais pas de la gouvernance, mais en tout cas que le ministère de l'Éducation nationale, moi je sais que moi je suis plutôt du côté de la culture, que nos ministères s'y intéressent, c'est tout à fait logique. Au détriment des autres apports. Alors, pourquoi mettre ça en premier, comme si c'était... Ce qu'on voulait c'est quand même un neuroscientifique qui est à la tête du conseil... Ce qu'on a dit au début, c'est qu'on n'a pas encore exploré toutes les conséquences de la plasticité, et que ça, c'était une découverte vraiment fondamentale. Et on a aussi l'impression que les scientifiques eux-mêmes, de n'importe quelle discipline, sont aussi dépassés par cette plasticité, parce que ça ouvre des possibilités qu'on ne soupçonnait pas, en fait. Donc, voilà. Mais ça, on a dit que c'était vraiment... en fait, si vous voulez, on ne conteste pas du tout les résultats des neuroscientifiques. Donc, s'il y avait un neuroscientifique dans la salle, il vous dirait les mêmes résultats. On a pris ceux qui nous intéressaient pour l'éducation, mais on ne conteste pas du tout leurs résultats. C'est juste qu'il y a une catégorie de neuroscientifiques qui, d'ailleurs, ne sont pas neuroscientifiques, mais sont plutôt d'origine de psychologie, qui surfent un peu sur la vague des neurosciences, et qui, du coup, récupèrent un peu, voilà, instrumentalisent, comme vous avez tout à fait dit, les résultats des IRM et des choses comme ça, en disant « nous, on a des recettes miracles pour l'éducation ». Voilà, et c'est cette chose-là qu'on critique. Mais les résultats des neurosciences dans l'éducation, comme on vous a dit, voilà, il va y avoir des conséquences de la plasticité, etc. On ne les a pas encore mesurées. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a quelques bouts, à part ce principe, voilà, d'éducabilité, hein, c'est un peu comme ça qu'on l'appelait, la plasticité, en fait. C'est-à-dire qu'on peut éduquer n'importe qui. Voilà, ça, c'est déjà pas un résultat minime. On est bien d'accord avec vous. C'est énorme, ça, mais on n'a pas encore pris toutes les mesures de ce résultat-là. Donc, on est d'accord que ça ouvre des potentialités, mais on n'est pas d'accord sur le fait que ça va pouvoir donner des recettes miracles, comme certains, c'est pas nous qui le disons, c'est certains disent, il n'y a que là, si vous voulez, on a un rapport de l'OCDE qui s'appelle Neuroéducation, la science de l'apprentissage. Il y a vraiment la science de l'apprentissage, c'est-à-dire, on va savoir comment se passe comment travaille le cerveau, comment se passe, comment les élèves apprennent, donc on va pouvoir résoudre tous les problèmes de l'école. C'est là que c'est un petit peu gênant pour nous.
Et voilà. Et du coup, nous on dit juste que c'est plus compliqué que ça et que les neurosciences en sont au début avec un résultat majeur qui est la plasticité, qu'on n'a pas encore pris en compte tout ça. Mais c'est vrai que vu ce qui se passe avec la neuromythologie qu'on vous a présentée et toutes les dérives qu'on peut avoir à partir de la fascination que ça exerce, c'est pour ça qu'on préfère aller peut-être un peu dans la caricature, dans le côté attention aux neurosciences, et voilà, en disant il y a quand même beaucoup de limites. On est allé peut-être un peu trop loin dans la caricature, si on vous l'accorde, mais voilà, c'est juste pour mettre en garde et dire c'est quand même compliqué, il y a quand même d'autres problématiques, il y a voilà, dans des problèmes sociétaux, il y a des problèmes, voilà, c'est très complexe, l'école ne dépend pas, la pédagogie c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, mais s'il y avait des recettes miracles et des méthodes qui marchent à tous les coups, voilà, l'école n'en serait pas là. Ça ne marche pas à tous les coups. S'il neige dehors,